Pierre Veille. 8h21 avec Patricia Martin, nous recevons Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour Pierre. L'acte 18 des Gilets jaunes, la fin du grand débat, les élections européennes, on va revenir sur tout cela. D'abord Alexis Corbière, la Nouvelle-Zélande, votre réaction après cette tuerie dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande, 49 morts. L'auteur de la fusillade, c'est un Australien de 28 ans, extrémiste de droite. Bon, évidemment, un sentiment d'horreur, je crois que tout le monde le ressent, une envie, même si c'est peut-être un peu ridicule, de dire aux familles, ils ne nous entendent pas bien sûr, mais combien nous sommes à leur côté dans cette épreuve. Et puis après, pour essayer d'avoir un mot plus général, de se dire que le fanatisme, finalement, n'est pas l'apanage de je ne sais trop quel uniquement courant spirituel, ça peut toucher évidemment, on voit bien plusieurs courants politiques, en l'occurrence l'ultra-droite, qui une fois de plus est violente. Moi, ce qu'il y a de terrible pour moi, qui suis un peu une volonté d'être un continuateur des grandes pensées des Lumières, des républicaines, etc., se dire que c'est aussi un intellectuel français, peut-être, c'est ce que je comprends quand je vois la presse qui aurait pu inspirer, ou du moins je pense au titre de l'ouvrage que cet homme a laissé, le grand Renaud Camus. Voilà, le grand remplacement. Je ne rends pas, évidemment, Renaud Camus n'est pas responsable de l'acte, mais je veux dire que ces idées françaises, au sens le plus négatif, participe à armer le bras d'un homme est quelque chose de terrible. Moi, je veux que ce qui sorte de notre pays soit, une fois de plus, un message universel, notamment la laïcité, qui permet, quelles que soient nos convictions spirituelles, que nous puissions vivre ensemble. C'est cet universalisme-là qu'il faut défendre. Et j'espère que chacun en France tire des leçons, que ce à quoi nous avons à travailler, bien sûr, c'est trouver les conditions d'une société fraternelle et où la violence est exclue. Bon, une fois qu'on a dit ça, pas d'instrumentalisation dans le débat national, mais c'est évident que ce geste terrible doit nous amener à dire, une fois de plus, que cette violence, moi parfois, je le dis clairement pour qu'on me comprenne, on m'aura sans doute suivi, que cette manière de dire qu'il n'y aurait que l'islam radical aujourd'hui qui serait responsable de la violence, cette facilité qui consiste souvent à montrer du doigt nos concitoyens de confession musulmane, on voit bien à travers ce geste fou qu'il y a une violence aussi terrible qui existe. Le geste de Christchurch, hélas, n'est pas le seul. Donc nous, on doit avoir une parole de fraternité dans ces moments-là, plus que jamais. Ça correspond parfaitement à ce qu'est la République. On peut tous vivre ensemble, quelles que soient nos convictions. Et je rappelle d'ailleurs que la moitié de nos concitoyens en France n'ont pas de religion. Donc c'est la laïcité, une fois de plus, qui est un message de fraternité qui doit être défendu. Alexis Corbière, vous ne vous êtes pas couché pour venir nous voir, puisque vous avez passé la nuit à l'Assemblée nationale autour de la loi Pacte, le projet de loi donc relatif à la croissance et à la transformation des entreprises. Vous sortez de vos gonds quand il est question de la privatisation des aéroports de Paris. Je vous ai entendu dire, c'était le 14 mars dernier, que c'était un sujet majeur, évidemment, mais presque d'ordre philosophique. Oui, car là, vous évoquez le fait qu'on vient de terminer à 6h10 du matin. Ça y est, cette loi est adoptée. Moi, j'ai voté contre. Le débat a été très long. Je trouve que c'est un sujet majeur. Premièrement, je vais répondre à votre question, qui décrédibilise à mes yeux, mais je crois savoir, Pierre Veille, que vous allez m'interroger sur ce qu'est le débat national. C'est-à-dire qu'on réunit des gens, mais en même temps, il y a des choses très importantes qui sont en train d'avoir lieu et qui ne sont pas soumises à ce débat. Ce dont on parle, c'est quand même la privatisation. Alors, Bruno Le Maire va faire des jeux de mots, c'est une concession de 70 ans, dit-il, pour Aéroport de Paris. Mais on vend des choses qui rapportent de l'argent, car Aéroport de Paris, la Française des Jeux ou Engie sont des secteurs qui rapportaient dans la caisse de l'État, qui vont être vendus. Ça va être quelque chose de juteux. Aéroport de Paris au moins, et même la Française des Jeux, c'est quasiment des situations de monopole. Il y a là quelque chose qui est un problème. Un aéroport de Paris, c'est quand même rien de moins que nos aéroports et quelque part nos frontières, même si le gouvernement répond souvent qu'il n'aime pas cet argument, mais tout de même, c'est stratégique. Pourquoi nous vendons cela ? Pourquoi nous vendons des choses qui, justement, devraient nous permettre, à partir des recettes que nous réalisons, de pouvoir financer des secteurs qui, eux, n'ont pas à être rentables. Je pense à l'éducation, à la santé. Et ce que nous dit aussi le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y a énormément de besoins. Donc c'est économiquement une absurdité et c'est philosophiquement, selon moi, une erreur qui consiste à dire on se débarrasse de tout ça pour le donner à des secteurs qui vont en faire de la rentabilité. L'exemple des autoroutes est là pour montrer que c'est terrible pour nous autres citoyens. Ceux qui sont favorables à la privatisation d'Aéroports de Paris disent les caisses sont vides en France, ça va rapporter 9 à 10 milliards d'euros. Mais à courte vue. Bon voilà, c'est pardon de l'expression, l'anglicisme, c'est un one shot, ok, ça va faire une rentrée d'argent et puis après, je veux dire, nous, un État, il est sur la durée. C'est pas comment dirais-je,
à la hauteur d'une simple vie humaine. Nous vendons progressivement, nous privatisons nombre de secteurs, et je le répète, à l'arrivée, bien souvent, on a des exemples néfastes. Je viens d'évoquer notamment les autoroutes qui montrent que ces sociétés privées, elles cherchent à faire du profit, on peut pas leur reprocher, c'est souvent leur but, et on va avoir souvent, que ce soit les droits aéroportuaires, ou que ce soit après nombre de secteurs qui vont coûter plus cher. Bon, mais qu'est-ce qu'on a à gagner, nous? Pourquoi le privatiser? Je le répète encore, c'est profitable. On a quand même, avec Aéroport de Paris, pardon d'être long, mais on a la première destination aujourd'hui touristique mondiale, 89 millions de gens qui viennent à Paris, etc. On n'est pas en concurrence, donc là, tout ça, on avait les moyens de le garder. Raphaël Glucksmann, fondateur donc de Place Publique, a annoncé ici même hier matin qu'il était candidat aux européennes. Il devrait recevoir le soutien du PS. Certaines l'ont déjà fait, Martine Aubry, Anne Hidalgo. Il regrette, a-t-il dit aussi, l'éparpillement des forces de gauche. Est-ce que vous vous sentez visé? Non, bon, je veux dire, moi je respecte tout le monde. C'est un petit événement, hein, franchement. Bon, vous en parlez. Vous savez pas. Non, mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de quelqu'un qui permet au Parti Socialiste de ne pas aller à cette élection en ayant quelqu'un qui leur fait un peu écran, parce que le Parti Socialiste, pour toute une série de raisons, subit un rejet, on va dire, de nos concitoyens. Je trouve un peu dommage. Après, moi j'ai lu Raphaël Glucksmann, il y a des aspects séduisants. Si c'est pour à l'arrivée, après avoir dit tout ce qu'il avait dit, qu'il fallait tout repenser, porter sur sa liste des gens, notamment des eurodéputés socialistes ou le Parti Socialiste, qui est quand même responsable de la situation que M. Glucksmann lui-même regrette, là je comprends plus très bien. Après, moi, j'ai envie de juger sur le fond. Je ne sais pas quel est son programme. Je ne sais pas ce qu'il propose. Donc, moi, c'est embêtant de débattre politiquement avec des personnages qui apparaissent comme ça, qui sont très présents, mais finalement, sur le fond, je ne sais pas quel est son programme. Moi, j'ai envie de dire des choses très précises. Et de ce point de vue-là, M. Glucksmann, à votre micro, a été assez honnête. Il dit, avec la France insoumise, nous avons des désaccords. C'est la réalité. Moi, je suis pour rompre avec les traités actuels. Je ne veux pas mentir aux Français. La grande lettre au Père Noël. Comment vous faites pour rompre avec des traités actuels et rester par exemple, je suis la directive des travailleurs détachés aujourd'hui. Si nous étions en responsabilité, il ne faut pas l'appliquer en France. C'est scandaleux. Ça tire vers le bas, notamment les conditions de travail des salariés. Que je ne comprends pas, Alexis Corbière, dans votre programme pour les élections européennes, vous voulez sortir des traités qui organisent l'Union européenne. Parce que pour vous, je suis pour l'harmonisation. Ces traités sont totalement alignés sur l'idéologie libérale. Mais sortir des traités, c'est sortir de l'Union européenne et de l'euro. C'est ce que disent tous les juristes. Donc vous voulez le Frexit. Non, c'est créer un rapport de force totalement nouveau au niveau européen. La France, avec l'Allemagne, la France c'est 18% du PIB européen. Si la France pose des actes, ça rebat toutes les cartes. Nous ne sommes pas un pays en situation, mineure sur le plan économique, j'entends, comme était la Grèce, où elle était prise à la gorge par les différents gouvernements et sa situation, y compris du point de vue bancaire. Mais si la renégociation n'aboutit pas. Mais on verra. Il s'agit d'abord de créer un rapport de force. Mais moi, revenons à l'essentiel, parce que là, vous posez le débat, vous le prenez par la fin, si je puis dire, cher Pierre Veil. La question est, je veux une harmonisation fiscale et sociale au niveau européen. Cette concurrence entre les États européens fait monter le nationalisme, détruit l'Europe. Et eux, ceux qui dirigent l'Europe actuelle, sont en train de la détruire. L'idée d'une collaboration entre les États, parce qu'ils n'ont construit l'Europe que sur la base d'une concurrence. Certains pays sont rentrés dans l'Union européenne, on leur a dit, votre valeur ajoutée va être que vous allez être moins 10 ans fiscal. Et notamment, il y a des délocalisations au sein de l'Europe qui ont lieu. Si on continue comme ça, on va dresser les peuples les uns contre les autres. Ce sont les traités européens qui organisent ça. Moi, je ne veux pas mentir aux Français. J'ai trop vu d'élections où, à la veille des élections, tout le monde se met à dire ce que j'appelle la lettre au Père Noël. Vive l'Europe sociale, ça va être mieux, mais les traités actuels ne le permettent pas. Par exemple, on a eu un débat dernièrement sur la question de la TVA. Par exemple, si nous prenions la décision d'appliquer une TVA à taux zéro sur certains produits, au niveau européen, on ne peut pas le faire, car l'Union européenne impose qu'il y ait une TVA plancher. Donc, vous voyez, toute une série de sujets doivent nous amener à une forme de désobéissance vis-à-vis de ces traités. Si on dit d'ores et déjà, dès le départ de la discussion... Oui, mais si on désobéit, il y aura des conséquences financières pour la France. Je propose que nous instituions un rapport de force pour que ces traités soient rediscutés et que nous puissions... Et c'est pourquoi nous le disons clairement, nous ne les appliquerons pas. C'est cette désobéissance. Quand nous disons que nous sommes insoumis, le mot est peut-être un peu... il a une certaine ambition. C'est que nous ne voulons pas nous soumettre à ces traités, car ces traités sont la cause de la situation actuelle, de ces nombreuses délocalisations dont je viens de parler, de cette concurrence entre les salariés, avec le fait que nous avons quasiment un demi-million de gens qui, sur le territoire national, je pense à ces travailleurs détachés, ne paient pas de cotisation de la même façon qu'un travailleur français, et ainsi de suite. On peut aligner les sujets. Donc moi, je ne veux pas, et c'est un peu le reproche que je fais à M. Glucksmann, mais j'attends qu'il me dise précisément, si M. Glucksmann dit « je respecterai les traités », l'affaire est pliée, si je puis dire. On ne va pas faire croire qu'on va améliorer la situation. France Inter.
Le 6-9 du week-end. Notre invité Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, 18e journée de manifestation des Gilets jaunes. Alexis Corbière, ce 18e acte coïncide avec une marche du siècle pour le climat et la biodiversité. Aujourd'hui, ils subiront les conséquences de 17 semaines de foutage de gueule. C'est ce qu'a dit dans une vidéo une des figures des Gilets jaunes, Maxime Nicole. Partagez-vous ce constat ? Moi, je pense que déjà, fin du mois et fin du monde sont liés, comme dit la formule, c'est-à-dire que les problématiques écologiques, les problématiques sociales sont liées. Il faut apporter une réponse à ce qu'exprime le mouvement des Gilets jaunes au sens large, c'est-à-dire ceux qui manifestent, mais aussi ce grand soutien populaire, quoi qu'on en dise, ce que nous disent encore les études d'opinion, qui est encore favorable aux Gilets jaunes. 60 ou 55% des Français se reconnaissent encore dans ce mouvement, dans le sens où c'est un mouvement contre la vie chère et qui exprime comment dirais-je, cette difficulté qu'il y a dans ce pays, pourtant qui est riche, que nous rencontrent beaucoup de nos concitoyens et qu'il faut entendre. Et donc, on arrive là, ce week-end à la fin de ce débat national, qui selon moi d'ailleurs, à un côté, peut-être qu'on va pouvoir entrer dans le détail, qu'il y a eu beaucoup de pipeaux de la part du gouvernement là-dedans. Je pense que le succès n'est pas du tout... Il n'y a quand même pas eu que du pipeau, il y a eu beaucoup de questions ont été soulevées. Non, mais déjà la participation. Moi j'ai vu des ministres mentir, dire même une fois un de vos collègues, c'était Nicolas Demorand, m'avait dit 1 demi-million de personnes ont participé. C'est pas vrai. Je répète, il y a 166 000 personnes différentes qui sont allées sur le site. D'accord, c'est ce que nous disent aujourd'hui les éléments. Sur toutes les réunions dont on nous parle. Non. Nicolas Demorand avait parfaitement raison. Combien ? 400 à 500 000 personnes se sont rassemblées lors de 10 300 réunions locales en France et 1 400 000 contributions. D'accord. Alors 1 400 000 contributions. Je rappelle qu'il y a plusieurs contributions. Je parle de gens différents. Non, mais de gens différents, c'est-à-dire d'adresses IP différentes qui sont allées sur le site du Grand Débat. À ce stade, c'est 166 000 personnes. D'accord ? On va pas faire une querelle de chiffres. Non, c'est avez important. Vos chiffres, nous avons les nôtres. Mais moi, ce sont les chiffres, y compris de journalistes. Moi, après, sur le nombre de réunions, on nous dit... Non, mais attendez, c'est important. Parce que on nous dit, il y a eu beaucoup de réunions. Seulement 16% des réunions ont fait remonter un procès verbal. Beaucoup d'autres réunions étaient des réunions assez faibles. Ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement utilise ça pour dire c'est un grand succès. À titre personnel, je ne considère pas que ça, ce soit un grand succès. Quand par exemple République En Marche revendique 250 000 adhérents et que seulement 160 000 personnes vont sur le site, ça n'est pas à la hauteur. Mais aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un ultimatum à Emmanuel Macron ? C'est à venir, on peut s'attendre à un blocage national. Il y a matière dans ce pays, visant par exemple, notamment les raffineries. Vous m'avez à juste raison interrogé. Quand par exemple ce gouvernement ne répond pas aux questions sociales et qu'à l'inverse il continue à privatiser certains secteurs, qu'il ne veut pas revenir sur sa suppression absurde de l'ISF, il ne veut pas remettre en cause une fiscalité plus juste, il ne veut pas mettre en place une fiscalité plus juste, il ne prévoit pas d'augmenter le SMIC, il ne prévoit pas toute une série de mesures de redistribution des richesses. Le mouvement des Gilets jaunes reste légitime à être mobilisé. Voilà, on est dans ce moment-là où on a un gouvernement qui porte des mauvais coups contre les milieux populaires. Juste un point, donc, Alexis Corbière. Le mouvement des Gilets jaunes, je ne le dirige pas. Lui, il propose ses mots d'ordre et je ne sais pas ce qu'il fera. Moi, je me reconnais dans cette protestation contre ces injustices aujourd'hui qui sont en place et je pense que nous devrions les corriger. Le gouvernement nous dit qu'il y a eu un débat. C'est pour ça que je me permettais de flétrir, si je puis dire, un petit peu les soi-disant aspects très très positifs. Qu'est-ce qu'il va proposer maintenant Ça, je n'en sais rien. Moi, je n'apprécie pas cette méthode qui consiste à dire aux Français « exprimez-vous », mais à l'arrivée, c'est un homme seul, dans une boîte noire, le président de la République en l'occurrence, qui va retenir certains thèmes. Mais que va-t-il retenir ? Ça, mais si on donne la parole au peuple, c'est le peuple qui doit décider Je reviens sur de ce qu'on revient. Oui. On évoquait les manifestations des Gilets jaunes. Je me souviens que Jean-Luc Mélenchon, lorsque ce mouvement a démarré, appelait à un soulèvement révolutionnaire. Finalement, il n'a pas eu lieu. Je ne sais pas si cette formule a existé par ailleurs. J'ai entendu, absolument. Un soulèvement peut-être. Un soulèvement, alors, oui. Il parlait de mouvement révolutionnaire. Oui, mais il y a une part... Pardon. Alexis Corbière, 3 mois de crise des Gilets jaunes et les sondages donnent 22 à 23% pour la liste à la République En Marche aux élections européennes, et vous, 7 à 9%. Mais quel est le rapport là, entre ce que vous dites ? Attendez, vous me plaquez un résultat des élections européennes et vous dites sur le mouvement des Gilets jaunes. Non mais attendez, là, Pierre, Veil, on a le droit de dire qu'effectivement dans ce pays, le mouvement des Gilets jaunes exprime quelque chose de juste, qui est positif, et qu'effectivement il faut se révolter contre l'injustice. Tout le monde incite les jeunes à se révolter contre aujourd'hui les mauvais coups qui sont portés au climat et à la planète. Pour quelle raison n'invite-t-on pas la jeunesse aussi à se mobiliser contre l'injustice, le fait que dans ce pays il y a 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, qu'il n'y a jamais eu de gens aussi riches en même temps, alors que notre pays produit des richesses, que le système fiscal est injuste, etc. D'accord ? Donc c'est ça que nous disons d'abord. Et contre ça, oui, au soulèvement, révolte, tout ce que vous voulez, tous ces mots qui font que notre pays doit revenir à sa vérité républicaine, c'est-à-dire qu'on a une passion de l'égalité. Et c'est beau un pays qui se mobilise contre les injustices.
Ensuite, il y a les élections. Le problème des élections européennes, je vais vous dire qu'est-ce qu'il est. C'est qu'à l'heure actuelle, beaucoup de nos concitoyens vont surtout protester en restant à la maison. Ne voient pas l'enjeu de cette élection. C'est ça que nous disent tous les sondages. C'est-à-dire que notre problème à nous, insoumis, si je puis dire, c'est mobiliser les nôtres, notre camp. Et là, on a 2 mois de campagne. Après, on va juger si on y arrive ou pas. C'est est-ce qu'on arrive à mobiliser, à leur donner envie de voter, à leur faire comprendre qu'il y a un enjeu à cette élection, non seulement sur les thèmes que nous portons au niveau européen. On a un regroupement dans 7 pays au moins, un regroupement qui s'appelle Maintenant le Peuple. On a une belle liste conduite par Manon Aubry qui fait des propositions. Mais vous parliez Alexis Corbière, de la planète. Alors l'écologie, on a l'impression qu'elle est au centre du projet de tous les partis. Il y a même une surenchère en la matière. Sur le papier, il y a convergence, mais dans les faits, ça se traduit par beaucoup de dispersion. Est-ce que l'adversaire de Jean-Luc Mélenchon, c'est Yannick Jadot ou pas? Non, pas du tout. Non, mais on laisse tout ça de côté. Je vous répète. Non, mais on laisse tout ça de côté. Oui, mais non, mais je m'en fiche. Moi, de la même façon, vous parlez de Glucksmann, Jadot, et qu'ils fassent leur campagne. C'est pas mon sujet. Moi, je veux mobiliser des gens sur mes propositions. Le problème, une fois de plus, c'est pas d'unir des petits bouts de choses. C'est comment on met des millions de gens, on pose l'enjeu. Par exemple, au niveau écologie. Là, je vais m'en prendre au gouvernement. Quand je vois que des membres du gouvernement félicitent les jeunes qui manifestent, alors qu'en même temps, ils acceptent les traités TAFTA, les traités CETA, les traités JAFTA avec le Japon, tous ces traités de libre-échange qui continuent le grand déménagement de la planète, qui est la principale raison, notamment, de la diffusion de gaz à effet de serre. Il y a une hypocrisie de la part des membres du gouvernement qui consiste à dire aux jeunes bravo, c'est bien de vous mobiliser pour la planète, et en même temps de mettre en application des traités de libre-échange qui participent justement à tous nos maux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à eux, le responsable, c'est le gouvernement. Moi après, l'enjeu, je termine, et c'est le travail que fait Manon Aubry, notre tête de liste. C'est comment ces millions de gens qui ont fait confiance à la France insoumise par la campagne présidentielle se retrouvent à nouveau dans les élections européennes. C'est l'objet de la campagne, c'est pour ça que vous m'avez invité ce matin. On multiplie des meetings à travers la France. Le résultat, on le verra le 26 mai. Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Inter. Je suis désolé de ce ton mitraillette, mais j'étais fatigué.